J'ai utilisé un titre un peu présomptueux pour mon exposé et chemin faisant dans mon travail, je me suis demandé si j'allais honorer la promesse interrogative de ce titre. Le titre, c'est « De quoi faut-il conserver la mémoire ?» Lourde question, je vais essayer quand même de donner des éléments de réflexion, sinon de répondre pleinement à cette question. De quoi faut-il cultiver la mémoire? De quoi faut-il cultiver la mémoire? Je tiens au terme cultiver. Plus jamais ça. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on découvre avec horreur les camps de concentration et Jean Ferrat évoque cela avec sa chanson Nuit et brouillard et Lanzmann avec son film La Shoah. Faut-il se souvenir de l'horreur absolue pour éviter qu'elle revienne? Ou faut-il s'en affranchir parce que la vie continue et qu'on ne peut passer son temps à ressasser le passé? Première question, dans sa naïveté. Elle nous montre que la question de la mémoire, de la commémoration, le 14 juillet, nous dansons pour commémorer la prise de la Bastille, prison royale, où l'on embastillait sur simple lettre de cachet, délivrée par le roi ou ses conseillers, donc symbole même de l'arbitraire de l'Ancien Régime. Le peuple de Paris, les artisans et boutiquiers du faubourg Saint-Antoine s'arment, prennent d'assaut la Bastille et la détruisent. Le symbole de l'Ancien Régime est détruit. Le 4 août 1789, les futurs constituants, représentants choisis par le peuple lors de la réunion des doléances dans les cahiers de doléances, si bien étudiés par Goubert, lors de la réunion des États généraux, effectivement, le 4 août 1789, pour répondre à un certain nombre de doléances, les représentants du peuple abolissent les privilèges de l'Ancien Régime. Après avoir crié liberté en détruisant la Bastille, le peuple crie égalité en décidant d'abolir les privilèges de l'Ancien Régime. Puis, 3 semaines plus tard, 26 août 1789, voilà qu'est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Relisons le préambule que je citerai ici en substance. Je vous invite à vous y reporter. Considérant que l'oubli des droits humains est la cause des malheurs publics, nous avons résolu de les rappeler et de les proclamer solennellement, afin que, ma citation est en substance, elle n'est pas littérale, vous le comprenez bien, afin que le peuple, ayant constamment à l'esprit l'idée de ce qui doit être, l'idée des droits humains, puisse constamment comparer ce que font les gouvernements à ce qu'ils devraient faire. Donc ce préambule, que pour ma part j'ai toujours trouvé extraordinaire, ce préambule est l'indication de ce qu'est une mémoire subversive. Une mémoire qui rappelle des normes, elles-mêmes construites à contrario des traditions oppressives, pour que, à chaque fois que le peuple subit l'oppression, il puisse se souvenir de ce que doivent faire les dominants, de ce que doivent faire les pouvoirs, et les comparer sans cesse à ce qu'ils font. Il fut une époque, au moment de la restauration de la monarchie, au XIXe siècle, où le simple fait de détenir une déclaration des droits de l'homme et du citoyen était considéré comme un délit. Cela en dit long sur le caractère qui fut longtemps subversif. Maintenant, on a souvent des incantations des droits de l'homme par des gens qui ne les respectent pas en pratique, mais qui ne cessent de s'y référer en théorie. Mais il faut se souvenir que la Déclaration des droits de l'homme, la mémorable Déclaration des droits de l'homme, fut un outil, un repère, pour que les peuples qui subissent l'oppression cessent de considérer l'oppression comme naturelle et voulue par Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait des riches et des pauvres, des serfs et des seigneurs, disait une certaine encyclique. Eh bien non.
Dieu ne veut rien de tel. Les hommes, conscients de ce qui peut les opprimer, conscients de ce qui peut faire obstacle à la libre respiration de l'être humain qu'est la liberté, décident de proclamer solennellement les droits humains afin que toujours la comparaison puisse être possible et que plus personne ne soit enfermé dans l'illusion aliénante que ce qui est doit être et que c'est naturel et voulu par Dieu. La question de la commémoration comme avertissement a une fonction pour l'avenir. Que se passe-t-il quand des gens spéculent sur le chômage et la détresse qu'il engendre pour dresser certains hommes contre d'autres? L'histoire ne nous donne pas de leçons, car l'histoire ne se répète pas, tout est unique. Cependant, l'histoire peut nous apprendre des enchaînements de causalité dont il faut avoir conscience pour s'en méfier. Si le chômage produit le racisme et la xénophobie par le lien du ressentiment, si des personnages politiques mettent en avant la préférence nationale pour expliquer que les migrants ne peuvent pas avoir les mêmes droits sur le territoire national que les nationaux, entre guillemets, les prétendus Français de souche, alors il nous faut, cette fois-ci, penser de façon libre. La philosophie, ce n'est pas autre chose que l'art de prendre soin de ses pensées. Prenons soin de nos pensées comme nous prenons soin de notre corps. Quelquefois, d'ailleurs, nous prenons plus soin de nos pensées que de notre corps, mais il ne faut pas mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Alors, célébrer la prise de la Bastille, forteresse royale, se souvenir que Marianne, l'allégorie féminine de la République, porte le bonnet phrygien sur sa tête. Or, qu'est-ce que le bonnet phrygien ? C'est le bonnet que les esclaves affranchis dans l'Antiquité portaient. Donc, le bonnet phrygien est le symbole, non pas de la liberté, mais de la libération, c'est-à-dire du processus qui va à la liberté. Y a-t-il une utilité des études historiques ? Nous verrons tout à l'heure que pour Nietzsche, dans la deuxième considération intempestive, ce n'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que, dit Nietzsche, à force de ressasser le passé, de ne pas vouloir l'oublier, on risque d'abdiquer la créativité propre de la vie. Ne soyons pas animés par ce que Nietzsche appelle fortement le ressentiment, ou par l'esprit réactif. L'esprit réactif, comme le nom le dit si bien, est toujours second par rapport à quoi il est réactif. Une réaction chimique, c'est ce qui se produit quand un corps, par exemple, de l'acide fait de l'effervescence sur un morceau de calcaire. L'esprit réactif est toujours second, donc il n'est pas premier. Il n'est pas l'acte libre qui s'autoproduit, le libre choix du caractère intelligible, comme disait Kant. Donc méfions-nous du ressentiment qui nous fait détester celui qui a fait ce qu'on n'a pas été capable de faire. Méfions-nous du ressassement du passé. Oui, mais n'y a-t-il pas des choses absolument inoubliables ? Nelson Mandela sort de prison en Afrique du Sud après 27 ans de prison. Sa résistance a eu raison de l'apartheid. L'ANC l'a suivi, mais voilà qu'il le déborde. Il n'y aura pas de blancs dans la police d'Afrique du Sud. Nelson Mandela prend le contre-pied. Y a-t-il des blancs dans la population d'Afrique du Sud ? Oui. Alors, dit Nelson Mandela, il y aura des blancs et des noirs dans la police d'Afrique du Sud.
Ne soyons pas réactifs, n'inversons pas le racisme. Nous ne voulions pas des droits noirs, nous voulions des droits incolores. Ce n'est pas la pigmentation de la peau qui était importante dans la détermination et l'assignation des droits, c'est la dimension libératrice des droits pour tout homme, quelle que soit la pigmentation de sa peau. Asservir maintenant les Blancs pour se venger du passé d'apartheid n'est pas juste, dit Nelson Mandela, et il l'emporte. Je vous renvoie à un des meilleurs films de Clint Eastwood, Invictus, qui raconte l'histoire de Nelson Mandela, qui impose que dans les Springboks, il y a aussi des Blancs et des Noirs, comme il y a dans la police d'Afrique du Sud des Blancs et des Noirs. Donc voilà l'exemple où on n'oublie rien. Nelson Mandela, qui se fait invectiver par des gens qui prétendent le déborder sur sa gauche. Tu oublies donc ce qu'ont fait les Blancs? Non, je n'oublie rien. Mais on ne peut pas construire sur le ressentiment. Il faut donc, effectivement, construire dans le pardon, sans oubli. Paul Ricoeur a écrit de très belles choses, mais je ne vais pas en parler parce que ça me dévierait de mon itinéraire. Peut-être Pierre en parlera-t-il tout à l'heure, mais il a écrit des choses assez touchantes dans son livre sur l'histoire, la mémoire et l'oubli. Donc, effectivement, faut-il oublier ou faut-il cultiver la mémoire? Peut-être y a-t-il une tierce solution. Trier. Pas si sûr. C'est un vrai problème. Comment trier ce qui est inoubliable et ce qui doit être oublié? Pardonner, oui, ne pas oublier. Je vous renvoie au poème de Louis Aragon, bouleversant poème qui s'appelle La Fiche rouge. C'est l'histoire de Misak Manoukian, communiste arménien venu en France et qui prend les armes à la tête d'un groupe de francs-tireurs partisans contre les nazis. Il est fait prisonnier et fusillé avec 23 étrangers qui se battent en France sur le sol national. Et Aragon, s'inspirant d'une lettre que Misak Manoukian écrit à Mélinée, resté en Erevan, capitale d'Arménie, lui dit ceci: que la nature est belle et que le cœur me fend, la justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Notez que Misak Manoukian dit bien pour le peuple allemand. La haine se porte non sur les Allemands, mais éventuellement sur les nazis. Pas question d'amalgame. Tant il est vrai que nombreux furent les Allemands à combattre le nazisme lorsqu'il commença à grandir et à être peut-être les premières victimes d'Hitler. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Et Aragon, commémorant le sacrifice de ces 23 étrangers et nos frères pourtant, qui criaient la France en s'abattant, écrit son poème à l'imparfait. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, on cherchait un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 étrangers et nos frères pourtant. Voilà le poème de Louis Aragon en commémoration. Ne jamais oublier que des étrangers, entre guillemets, se battirent contre les nazis qui occupaient la France et contribuèrent à la libération. De même que ces républicains espagnols qui conduisaient la 9e division sous les ordres du général Leclerc, qui libéra Paris.
et dont les chars et halftracks portaient les noms des victoires des républicains espagnols sur Franco, avant que l'aide d'Hitler et de Mussolini permette à Franco de renverser la République espagnole. Les soldats qui libérèrent Paris par l'aide espagnole, peut-on l'oublier? Voilà ce qu'est la commémoration historique. 14 juillet, la libération. Alors, effectivement, la question est difficile, elle est vaste. Comment penser, effectivement, cette question de la façon la plus maîtrisée? C'est ce que nous allons essayer de voir. Grand premier moment de réflexion, la mémoire et la vie, du rôle de la mémoire et de l'oubli. Donnons la parole à Platon. Platon, comme Aristote, disait que l'amour de la philosophie, philosophia, pouvait être aussi un amour des mythes. C'est Aristote qui le dit. Mais Platon, qui se méfiait des mythes et des poèmes, recourait très souvent aux mythes qu'il reconsidérait à partir de sa propre philosophie. Livre 10 de la République. Je lis. Donc, c'est la bonne vieille croyance de la religion orphique selon laquelle tout être humain est composé d'un corps et d'une âme et qu'au moment de la mort, l'âme se dissocie du corps et qu'elle va continuer à vivre au-delà et se réincarner, c'est-à-dire revenir dans un autre corps. Et puis, avant de cette réincarnation, il faut un moment de choix. On va choisir une nouvelle existence. Ulysse, donc vous savez qui est Ulysse, il est revenu à Ithaque après de longues années de périple et beaucoup d'agitation, de mouvements. Il a frôlé la mort. Sous les remparts de Troie, il l'a frôlé plusieurs fois, et puis il revient à Ithaque. Et puis, bon, il retrouve Pénélope et tout va bien. Bon, il meurt à Ithaque. Et il va se réincarner. Voici ce qu'écrit Platon, rapportant dans le mythe d'Air le Pamphilien, livre 10 de la République, traduction Bacour chez Garnier-Flammarion, page 385 en livre de poche. Enfin, l'âme d'Ulysse, à qui le sort avait fixé le dernier rang, s'avança pour choisir. Dépouillée de son ambition par les fatigues passées, elle tourna longtemps à la recherche de la condition tranquille d'un homme privé. Avec peine, elle en trouva une qui gisait dans un coin, dédaignée des autres. Et quand elle l'aperçut, elle dit qu'elle n'eût point agi autrement si le sort l'avait appelée la première, et joyeuse, elle l'a choisie. Donc Ulysse fait un choix qui n'est pas héroïque, qui est un choix d'une condition privée, peut-être un modeste berger dont personne ne veut la destinée, mais il a compris, Ulysse, que les ors du pouvoir, il était roi d'Ithaque, pouvait s'assortir et s'accompagner d'un certain nombre d'inconvénients, et donc il décide de choisir une condition privée, modeste, dont personne ne veut. Donc là, le passé éclaire la future vie. Mais voilà, ce n'est pas le dernier mot du mythe. Un peu après, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le mythe d'Air le Pamphilien, dans le livre 10 de la République. Lorsque toutes les âmes eurent, alors je relis, même référence, lorsque toutes les âmes eurent choisi leur vie, elles s'avancèrent vers l'Achésis, dans l'ordre que leur avait fixé le sort. Celle-ci donna à chacune le génie qu'elle avait préféré pour lui servir de gardien pendant l'existence et accomplir sa destinée. Le génie la conduisait d'abord à Cloto, et, la faisant passer sous la main de cette dernière et sous le tourbillon du fuseau en mouvement, il ratifiait le destin qu'elle avait élu. Après avoir touché le fuseau, il la menait ensuite vers la trame d'Atropos pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par Cloto. Donc le fil de la destinée filé par Cloto est coupé au bon endroit, qui est décidé, et Atropos, l'inflexible, rend la chose irrévocable. On est dans une théorie du destin. Alors, sans se retourner, l'âme passait sous le trône de la nécessité. Et quand toutes furent de l'autre côté, elles se rendirent dans la plaine du Léthé. Par une chaleur terrible qui brûlait et qui suffoquait,
car cette plaine est dénuée d'arbres et tout ce qui pousse de la terre. Le soir venu, elles campèrent au bord du fleuve Amélès, le fleuve dont aucun vase ne peut contenir l'eau. Chaque âme est obligée de boire une certaine quantité d'eau, mais celles que ne retient pas la prudence en boivent plus qu'il ne faudrait. En buvant, on perd le souvenir de tout. Donc, les âmes, après avoir choisi, boivent le fleuve du Léthé, qui est le fleuve d'oubli. Et elles ne se souviennent pas qu'elle a choisi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Faut-il prendre le mitre au pied de la lettre ? Est-ce qu'on peut, dans une tentative osée d'interprétation, dire que ça s'applique au sein de la vie humaine à chaque moment où on choisit et où, après, on oublie qu'on a choisi et on incrimine une entité tierce. « Oh, j'ai pas de chance, j'ai pas de bol quand même. Hein. Vous avez vu ce qui m'est arrivé ?» Mais là, on pourrait vous dire, mais attends, t'as choisi de faire ça. La trame du destin qui s'est nouée, tu en étais quand même en partie prenante. Donc, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu as choisi, et peut-être que ce choix, on peut le représenter comme étant hors temps, mais on le représente comme étant hors temps pour marquer sa radicalité. Donc, que veut nous dire Platon ? Peut-être ceci, je ne suis pas certain de mon interprétation, que quelquefois on incrimine la destinée, la malchance, on n'a pas de bol, etc., alors qu'en réalité, on a soi-même fait un choix. Et que les choix qu'on a faits nous ont conduits où nous ne voudrions peut-être pas rétrospectivement aller. Mais ça, c'est l'illusion rétrospective dont parle aussi Bergson, dont vient de parler si bien mon ami Claude. Mais l'illusion rétrospective, vous savez ce que c'est ? Je suis en C et je me retourne sur le passé et je dis, il y avait A, puis il y a eu B. En A, j'ai choisi d'aller vers B et C a été entraîné par B. Mais si j'avais su et si je pouvais revenir à A, je ne ferais pas le même choix. On a souvent tendance à se dire ça. Peut-être pas très souvent vous, parce que vous êtes tout jeune, vous êtes des moineaux de l'année, mais les personnes un tout petit peu plus âgées peuvent se dire, mince, pourquoi en A j'ai pris B ? Parce qu'aujourd'hui je suis en C et c'est pas terrible. Donc c'est un jugement qui est l'illusion rétrospective du vrai. C'est une illusion rétrospective, c'est-à-dire que rétrospectivement, parce que maintenant on sait ce qui s'est passé et qu'on est en C, mais au moment où on était en A, on ne savait pas ce qui allait se passer, parce que si on avait su ce qui allait se passer, on aurait choisi plutôt telle solution que telle autre. Donc effectivement, la métaphore de l'oubli, du fleuve d'oubli, dans le mythe d'Air le Pamphilien, qui succède à l'analyse des raisons par lesquelles Ulysse décide de choisir une condition tout à fait différente de celle du roi d'Ithaque, on voit comment se joue le rapport au passé et, en un sens, la fonction de l'oubli, le rapport à l'avenir. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a une valeur de l'oubli ? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur de l'oubli ? On est certain qu'il y a une valeur du passé. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu, « Ah, si jeunesse pouvait et si vieillesse... » Non, pardon, « Ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. » Ben oui, si vieillesse pouvait, quand on est vraiment vieux, on ne peut plus peut-être grand-chose, on peut encore des choses, heureusement, mais quand on est tout jeune et qu'on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore une expérience suffisante, etc., d'où l'urgence du soin de la pensée que donne la philosophie. Philosopher tout jeune, dit Épicure, c'est bien, parce que ça nous permet peut-être d'éviter des erreurs par la réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas éviter des erreurs par la réflexion ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on vive les choses et leurs inconvénients pour les éviter désormais ? Est-ce qu'on devient sage a posteriori, comme les prophètes du passé, ou est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de devenir sage un tout petit peu a priori ? Ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Alors,
évidemment, il y a une réflexion de Nietzsche qui pose la valeur de l'oubli. Et pour expliquer cette valeur de l'oubli, je voudrais vous donner lecture d'un texte très célèbre de Nietzsche. Je suis pas absolument fanatique de Nietzsche, mais je trouve qu'il donne à penser des fois, même si on n'est pas toujours sûr de l'interprétation de ces images. Dans le Zarathustra, dans Ainsi parlait Zarathustra, il y a un texte célèbre qui s'appelle Le chameau, le lion et l'enfant. Je lis. Je vais vous énoncer trois métamorphoses, c'est-à-dire changement de forme, métamorphène, de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Il aime un fardeau pesant pour l'esprit fort et patient que le respect anime. Sa vigueur réclame les fardeaux les plus lourds. Qu'y a-t-il de pesant? Ainsi interroge l'esprit courageux. Et il s'agenouille, comme le chameau, et veut qu'on le charge bien. Mais au fond du désert le plus désolé s'accomplit la seconde métamorphose. Ici, l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être le maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître et de son dernier dieu. Pour la victoire, il veut lutter avec le grand dragon. Alors, quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître? Tu dois s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit « je veux ». On commentera ça tout à l'heure. Alors, mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion n'ait pu faire? Pourquoi faut-il que le lion féroce devienne enfant? L'enfance est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui tourne sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Donc l'interprétation n'est pas très difficile à faire. Le chameau porte les valeurs anciennes, le lion se révolte et détruit tout cela, et l'enfant oublie, il est oublié. Pourquoi faut-il que le lion se convertisse en enfant? Parce que le lion porterait la mémoire des combats qu'il lui a fallu mener pour mettre un terme à tous ces assujettissements. Alors que l'enfant, lui, est en rupture avec le lion et il n'a même plus à porter la mémoire des luttes qu'a dû accomplir le lion pour s'affranchir. Il est innocence, il est un jaillissement pur, une roue qui tourne sur elle-même, qui est elle-même son propre fin. Il est pur jeu. Et le oui sacré, c'est un oui sacré à la vie. C'est un oui à la vie sans ressentiment, sans réactivité. C'est, me semble-t-il, le sens que l'on peut donner à cette métaphore de l'enfant comme troisième terme de la triple métamorphose. Alors, vous me direz, et là, je serai un petit peu plus critique avec Nietzsche, quel est ce tu dois? Je pense que Nietzsche pense à Kant quand il parle du tu dois. Vous savez, la morale kantienne. Sauf que Kant ne dirait pas tu dois, il dirait je dois. C'est-à-dire que quand j'obéis à une maxime morale, je n'obéis pas à une entité tierce, à un autre qui dominerait, puisque je suis capable d'être l'auteur de mon agir moral et même d'être l'auteur de la loi morale par lequel je me représente que je dois considérer l'humanité dans la personne d'autrui jamais simplement comme un moyen, mais aussi toujours comme une fin. Donc là, Nietzsche, s'il veut viser Kant, ne le vise pas très bien, ou plutôt il décoche sa flèche sur une cible qui n'est pas tout à fait Kant, parce que Kant ne dirait pas tu dois, il dirait plutôt je dois. Alors effectivement, le je dois peut prendre la forme d'un tu dois quand le psychisme humain est habité par des désirs qui le poussent plutôt à son propre accomplissement qu'au respect d'autrui, et s'il y a contradiction, il faut bien que la morale prenne l'allure d'un tu dois.
Tu veux allumer une cigarette dans ce lieu clos, mais tu vas rendre fumeurs passifs tous les gens qui sont là. Tu dois renoncer à l'allumer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire quelque chose qui nuise à autrui, à l'insu de leur plein gré. Donc effectivement, c'est plutôt le tu dois quand l'homme est prisonnier de ses pulsions égoïstes, mais c'est un je dois quand l'homme est capable d'être maître de la loi morale qu'il se donne à lui-même. Voilà, refermons la parenthèse, mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette idée du oui sacré à la vie, sans aucune espèce de ressentiment. Et c'est peut-être là que la fonction de l'oubli est celle de permettre la régénération de la conscience humaine de telle façon qu'elle puisse vivre en s'affranchissant de la hantise du passé et en étant donc innocence. Être innocence parce qu'on est oubli, et être oubli parce qu'on ne peut pas tout le temps ressasser les choses du passé. Une mémoire peut être effectivement réactive, dégénérer en une pathologie. Donc effectivement, on voit bien ici comment la question de la mémoire peut être traitée. Alors évidemment, ça c'est pour l'attitude réactive et le rapport entre mémoire et oubli dans la conduite affective, dans la conduite de l'existence. Mais qu'en est-il pour la vie de la pensée? Parce qu'il y a aussi une autre dimension de cette question de la mémoire. Est-ce que, et ça ce serait le troisième moment que je n'aurais peut-être pas le temps de traiter avec tout le détail voulu, est-ce que la mémoire joue un rôle dans l'acquisition des connaissances, dans l'acquisition de la connaissance, ou dans la mise en œuvre de la connaissance comme mise en œuvre raisonnée qui me permet d'accéder au savoir? Tournons-nous à nouveau vers Platon et essayons de voir avec lui comment on peut interpréter les choses. Alors, il y a en grec deux termes assez différents pour désigner la mémoire. Il y a mnémé, pour ce qui caractérise la mémoire comme capacité de rétention. Par exemple, la première fois que je vois le ciel se couvrir de nuages et que je vois la pluie tomber quelque temps après, c'est la première occurrence de la liaison. Mais si la liaison se produit une deuxième fois puis une troisième fois, je peux en arriver, par la rétention et par la saisie du lien, à penser, par cette sédimentation de la mémoire, qu'il y a un rapport de causalité. Et qu'effectivement, la vue des nuages peut laisser présumer qu'il va pleuvoir. Ce n'est pas certain d'ailleurs. Et Hume, analysant ça, dira que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais je peux effectivement présumer cela. Donc effectivement, est-ce que la mémoire, comme simple mnémotechnique de rétention de ce qui se passe, est utile? Sans doute. Mais il y a autre chose. Il y a un autre terme qui est l'anamnésis, qu'on traduira par le processus qui fait advenir la conscience de quelque chose qui était enfoui, qui n'était pas encore conscient de soi. L'anamnèse. Alors le mot anamnèse a été repris par Freud pour l'appliquer à la finalité de la cure psychanalytique quand il s'agit, comme vous savez, de faire en sorte qu'un patient se révèle à lui-même le conflit psychique qui le torture, qui le tourmente, qui produit en lui des symptômes et dont il faut qu'il s'affranchisse. Et il ne peut pas s'en affranchir si c'est le médecin qui lui dit « bah voilà, vous êtes une femme, vous étiez amoureuse de votre père et vous avez refoulé tout ça ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas par la suggestion forcée qui avait été la première méthode de Breuer. Non, Freud acquiert la conviction que c'est le patient qui doit se révéler dans une auto-révélation, qui doit se réapproprier sa vie psychique de telle manière qu'il se rende manifeste et conscient ce qui se passe en lui et qui le tourmente tellement. Donc, le but de la cure psychanalytique, c'est bien que le patient se réapproprie son passé, son psychisme, et qu'il s'habitue peu à peu à l'idée
que les choses se passent ainsi et qu'il s'y habitue et qu'il le supporte. Parce que si on lui suggère de façon forcée quelque chose qu'il n'est pas prêt à entendre, il va faire une crise et ça peut être dramatique. Donc pour Freud, il faut à tout prix éviter la suggestion forcée et faire en sorte que le processus de réappropriation du vécu soit effectivement, disons, maîtrisé, graduel, par étapes, et c'est le but, en principe, si j'ai bien compris le but de la cure psychanalytique, c'est le but. Et Freud appelle anamnèse cela. Or, anamnèse, c'est un terme qu'on trouve chez Platon, mais pas du tout pour la vie affective. Pour la découverte par un jeune serviteur de Ménon de la solution d'un problème de géométrie, comment doubler le carré que l'on a ici. Comment faire? Alors, voyons voir comment les choses vont se passer. Je vais aller vite. Là, je vous renvoie au Ménon. Et vous savez que Socrate était un accoucheur d'esprit et qu'il pratiquait la maïeutique, c'est-à-dire l'art que les femmes utilisaient pour faire que les mères enceintes mettent au monde l'enfant qu'elles portent dans leur ventre. Autrement dit, l'enfant préexiste aux exercices de la maïeutique, l'art des accoucheuses, et donc il s'agit bien, à travers la maïeutique, de faire advenir quelque chose qui préexiste. Mais qu'est-ce qui préexiste? Lorsque Ménon va aidé par Socrate, peut-être un peu plus qu'aidé, orienté par un certain nombre de questions qui n'ont pas grand-chose de neutre, mais enfin, lorsque le serviteur de Ménon, qui ne sait qu'une chose, c'est parler grec. Parle-t-il grec demande Socrate au moment où Ménon lui présente son petit serviteur. Oui, il parle parfaitement, ça me suffit. Et commence l'entretien maïeutique par lequel Socrate va finalement administrer à Ménon la preuve qu'au moment où Ménon va découvrir que pour doubler le carré, il suffit de prendre il faut prendre la diagonale, et si le côté a une certaine valeur, la diagonale sera égale à racine de 2. C'est pas rien, parce que racine de 2, c'est un nombre inassignable dans les entiers naturels. Donc, c'est pas rien, la vérité que va découvrir le jeune esclave de Ménon, c'est pas rien. Il va s'en ressouvenir. D'ailleurs, dans le commentaire en voix off, Socrate qui dit à Ménon, vois comment il se souvient, vois comment je ne lui dis rien, que c'est pas moi qui lui dis ce qu'il faut faire, vois comme il se souvient. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il se souvient? C'est ça la question. De quoi vais-je me souvenir? De ce que j'ai vu dans une vie antérieure ou de ce que j'ai vu dans l'entre-deux-vie lorsque mon âme, étant déliée de tout corps, a pu contempler les formes idéales, eidos. Et est-ce que Socrate, enseignant, qui montre les signes, enseigner c'est montrer les signes, mais l'élève qui se rend compte qu'en montrant les signes, à partir des signes, il découvre telle ou telle liaison, s'apprend les choses à lui-même. En fait, les enseignants ne vous apprennent jamais rien. Ils vous montrent les signes. À vous de comprendre. Et lorsque vous comprenez, cela veut dire que vous vous apprenez à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on est nul et qu'on ne sert à rien. Mais ça veut dire qu'on vous aide à saisir dans les signes qu'on vous montre ce qui vous permet de vous révéler à vous-même la solution d'un problème que vous ne réussissiez pas à résoudre avant. Mais ce qu'on révèle, ce n'est pas une sorte de trésor caché, c'est-à-dire une réponse toute faite. C'est 324, quelle est la quantité qui? Ah ben c'est 324, j'ai regardé dans ma vie antérieure, c'est 324. Non, ce n'est pas un résultat tout fait, c'est une construction. C'est la saisie d'un rapport. C'est donc un travail de la raison. Autrement dit, peut-être qu'on peut interpréter ici la réminiscence, le fait de se ressouvenir, ce n'est peut-être pas tant le fait de saisir un résultat tout fait qui était comme un trésor caché dans moi. C'est peut-être le fait de se trouver capable de trouver en soi-même les ressources intellectuelles qui nous permettent de trouver la solution d'un problème déterminé, c'est-à-dire de construire
la vérité d'une relation, et c'est peut-être ça que veut nous dire Platon. Je ne me souviens pas exactement de quelque chose que j'aurais oublié, par exemple ma date de naissance. Tiens, j'ai oublié ma date de naissance. C'est pas de ça qu'il s'agit de se souvenir. C'est pas trop un souvenir comme par exemple les souvenirs qui réaffluent dans la cure psychanalytique, où par exemple une femme se souvient d'une scène traumatique, d'un rapport sexuel plus ou moins violent entre son père et sa mère, etc. Il ne s'agit pas de faire affleurer un souvenir qui avait été refoulé en raison de sa violence, comme dans la vie affective. On est dans la vie, disons, intellectuelle, dans la vie de l'esprit, de l'activité noétique de l'âme, qui est cette activité de compréhension. Et là, la mémoire et la raison ont quelque chose à voir ensemble, ont une sorte de rapport. Autrement dit, le jeune esclave tire la solution de son propre fond. Avoir appris signifie avoir redécouvert. C'est en ce sens qu'on parle de réminiscence. Donc cette mémoire est active. Elle n'est pas la simple mémoire qui retient, la mémoire de rétention. Alors évidemment, on pourrait transposer dans le langage du mythe en disant l'âme a contemplé les idées éternelles, les formes intelligibles, du temps où elle n'était pas encore nouvellement liée à un corps et où elle venait sortir de son ancien corps, comme l'âme d'Ulysse entre sa vie d'Ulysse et sa vie de jeune berger oublié. Non, là, l'âme est toute seule, donc, étant toute seule, n'étant pas encore liée, en termes platoniciens, à un corps qui lui inflige beaucoup de choses, elle peut découvrir ce qui lui est homogène, à savoir des purs intelligibles. C'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire que l'âme découvre les intelligibles parce qu'ils lui sont absolument homogènes. À elle, âme déliée. Mais quand l'âme est incarnée, elle n'est plus déliée. Elle vit la vie du corps. Et Platon le dit dans un autre texte, le Phèdre, il faudra que je vérifie, le corps est comme un clou pour l'âme. Quand l'âme est comme clouée au corps, elle subit les sensations qui font qu'elle croit que ce qui est vrai, c'est ce qui lui va dans le bon sens, son plaisir, et ce qui est faux, ce qui va dans le mauvais sens, alors que ça n'a rien à voir. Elle est tentée donc de tenir pour vrai ce qui l'arrange et pour faux ce qui la dérange. En gros. Mais non, avec la thématique de la réminiscence, on est vraiment dans la recherche de ce qu'est la vie intellectuelle. Alors, je ne sais pas où j'en suis de mon temps, cher maître. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Mon temps est fini. 16h02, oui. Ton temps est fini. Alors, mon temps est fini. Ma quatrième partie passe à l'as. Je vous prie de m'excuser, mais je vais, si vous permettez, chers amis, je vais vous en dire l'essence. La quatrième partie s'appelait « L'humanité en sa mémoire ». Et elle avait pour sous-titre « Mémoire et culture ». Qu'est-ce que la culture ? Eh bien, c'est la mémoire des conquêtes intellectuelles, artistiques, politiques, morales de l'aventure humaine. Pascal compare la vie de l'humanité à la vie d'un même homme qui accumulerait au fur et à mesure, par le legs, de génération en génération, toutes les découvertes. Donc, ici, la mémoire est culture. Et Auguste Comte dira, dans une phrase saisissante, « L'humanité est faite de plus de morts que de vivants ». Vous comprenez qu'on puisse dire cela. L'humanité est faite de plus de morts que vivants. Parce que dans le cortège humain, il y a Pasteur, il y a Schellcher qui abolit l'esclavage, il y a Nelson Mandela, il y a le pasteur Martin Luther King, il y a Gandhi, assassiné par un hindou extrémiste parce qu'il veut faire vivre en Inde les musulmans et les hindous, etc. Voilà l'aventure humaine avec le meilleur de l'humanité et du dévouement à la cause humaine, et donc la transmission culturelle qui fait qu'à l'école, on apprend les œuvres par lesquelles l'humanité est advenue à elle-même sur le plan intellectuel et artistique, c'est essentiel. Nous ne serions rien ou pas grand-chose si nous ne pouvions nous nourrir du meilleur
de ce que l'humanité a produit. Telle est donc la culture, non pas au sens d'ensemble de traditions statiques, comme le sens que donne Margaret Mead, par exemple, à ce terme, ou Ralph Hinton, The Cultural Background of Personality. Non, la culture, ce n'est pas l'ensemble, enfin, ça peut être, dans le sens ethnographique, l'ensemble des us et coutumes d'un groupe humain à un moment donné de son existence, mais ça, c'est le sens statique. Non, la culture, c'est le sens dynamique, qu'on a en latin colere, prendre soin d'eux. L'agricultor, c'est celui qui prend soin des champs pour leur faire produire ce qui est utile. Et la culture de soi, c'est le processus par lequel je fais advenir mes potentialités. Et cette culture de soi n'est rien sans la mémoire des grandes œuvres. C'est pourquoi les pédagogues qui voudraient qu'on balance les grandes œuvres du passé sous prétexte d'adapter à l'immédiateté sont des obscurantistes, parce qu'effectivement, nous devons nous nourrir de ceux qui nous ont précédés. Merci de votre attention.